Ah, c'est hyper important, quoi. Faut qu'on se rappelle d'où on vient, quoi. On vient des petits avions, on vient de tous ces gens qui ont mis leur vie en danger dans des mécaniques douteuses. Eh bien, bonjour, je suis Romain Fer, OPL de la promotion 09A. Je vous accueille au musée Salis à La Ferté-Alais pour vous présenter mon parcours. Je suis actuellement commandant de bord sur Boeing 737 chez Transavia et à côté de ça, je fais de l'aviation générale et de l'aviation de collection, de l'instruction aussi ici à La Ferté-Alais. Alors, je suis rentré dans le monde merveilleux de l'aviation quand j'avais 14 ans par le vol à voile. J'en ai fait beaucoup du vol à voile. À 18 ans, j'étais instructeur et en parallèle, j'ai fait mon PPL à côté. Après, maths sup, maths spé, je suis rentré à l'ENAC. J'ai fait ma formation, ça s'est plutôt bien passé. Et en sortant de l'ENAC, cette période de vache maigre aux alentours de l'année 2013. Dans un premier temps, j'ai travaillé un petit peu comme instructeur et remorqueur planeur en contrat de service civique sur l'aérodrome de Bourg-en-Bresse. Après, j'ai été embauché par Aérosim à Megève où je faisais de l'instruction et des vols touristiques sous CTA en mousquetaire sur le Mont Blanc. Ensuite, je suis parti en Indonésie pour pouvoir faire un petit peu autre chose que du piston. Donc j'ai fait du Cessna Caravan là-bas pour du transport de passagers en multi-pilote. J'y suis resté 2 ans. Je fais copie et quelques mois capitaine. Ça s'est pas hyper bien passé à la fin à Souzières puisqu'ils me payaient pas régulièrement tous les mois. Donc je suis parti. Je suis allé faire un contrat de 4 mois en Nouvelle-Calédonie pour compter les baleines en BN2 pour le compte d'Aerosotravia qui est basé à Melun. À l'issue, j'ai continué chez Aerosotravia sur le Beach 90 et Beach 200. Puis d'ailleurs, j'ai fait ça plusieurs années en freelance. Après Aerosotravia, je suis rentré chez Vueling. J'ai fait 2 ans comme copie 320 à Barcelone. Puis ensuite, le parcours classique, quoi. Je suis rentré à Transavia, 4 ans chez Transavia. J'ai fait 2 ans de 777 et là, je suis revenu comme capitaine chez Transavia. Meilleur souvenir, je pense que ça aurait été à Saint-Yon, à la toute fin de la formation, quand on faisait le Beach 58, parce que c'est là que finalement tout se remettait un petit peu dans l'ordre et que ce qu'on avait appris pendant plusieurs années finalement prenait sens sur des vols qui tout d'un coup devenaient pratiques en fait en IFR. En plus de ça, nous on a eu une promotion où c'était presque fusionnel. On s'entendait tous très bien et on est tous toujours très en contact aujourd'hui par l'intermédiaire de groupes WhatsApp ou même on organise des événements, des repas et je les vois encore tous ou presque et ce sera sûrement ce que m'aura apporté de mieux la formation ENAC. C'est cette promo sur laquelle je peux compter en permanence. Oui, petite difficulté à l'IRSE, que j'avais fait beaucoup trop de VFR avant, soit en vol à voile ou en avion et toute la partie CPL, VFR c'était extrêmement bien passé. Par contre, arrivé à l'IRSE, j'ai eu du mal à me mettre dans l'IFR et à acquérir le circuit visuel et à comprendre vraiment ce qu'on attendait de moi dans cette phase. La partie TB20, c'est beaucoup de petits exercices et on n'en voit pas vraiment encore le caractère pratique. On voit pas encore comment ça va s'appliquer à un voyage complet. Et j'ai eu du mal avec ça. En plus, quelques instructeurs à ce moment-là qui ont été moins sympas que d'autres et il y a eu un petit passage à vide, mais bon, ça s'est bien passé au final. Ça serait en beach. Je me souviens en beach, en hiver, on a fait des vols dans le nord-est de la France, là, du côté de Strasbourg, d'Épinal, où on avait des Dole aussi, où on avait des 550 mètres de RVR tout juste, et on voyait les lumières pour la première fois apparaître au minima. Et là, c'était vraiment magique parce que j'avais vraiment l'impression de faire quelque chose de nouveau, que c'était une nouvelle compétence qui arrivait. Voilà, je pense que c'est ça les vols mémorables de l'ENAC. Souzières, c'est une compagnie privée en Indonésie qui se fait pour spécialité de desservir des toutes petites pistes dans des villages paumés et de les relier à des plus grands aéroports. C'est une espèce de feeder subrégional, un peu de l'extrême. C'est de la ligne, mais c'est un peu du bush. Voilà. Et Suzy, c'est la patronne. Et accessoirement aussi, quand on y était, elle était ministre de l'Agriculture de l'Indonésie. Une femme un peu particulière, richissime, qui a monté cette compagnie et qui a pris du volume. Quand on y était, il devait y avoir une 40aine de Cessna Caravan et d'autres avions, des Pilatus, des Dornier, des LED 410, des hélicos aussi.
Je me souviens en fin d'année avoir envoyé des CV, parce que j'avais vu que des EPL 07 travaillaient chez Souzière, donc j'avais envoyé des CV via la boîte mail que j'avais trouvée sur le site de la boîte. Ils m'ont répondu précisément le 1er avril de l'année suivante. Ça, je m'en souviendrai toujours parce que j'ai cru que c'était une blague. Un mail écrit dans un anglais tellement approximatif que je ne comprenais pas du tout ce qui était écrit dedans. Je voyais vaguement qu'il y avait le logo de Souzière en bas du mail, mais j'étais pas trop sûr si c'était une invitation ou si c'était une réponse automatique. Et en fait, d'autres collègues EPL de ma promo ont reçu le même mail le même jour. C'était bien une invitation pour une sélection et on est parti faire la sélection à Jakarta. Donc grosse aventure, hein. Moi j'étais jamais allé aussi loin de chez moi. Sélection au demeurant très sérieuse, hein. On y a passé 2 jours je crois. On a fait de la théorie, on a fait un entretien, on a fait un simu, puis on est rentré chez nous en France et quelques semaines plus tard on a eu la réponse qu'on était pris avec un ami EPL de ma promo. Et encore quelques semaines plus tard, on a fait nos sacs et on est retourné à Jakarta pour notre formation sur Cessna Caravan et pour aller travailler là-bas. La formation à Souzière, elle a duré 1 mois. On a fait une formation théorique sur l'avion qui était très poussée. On allait très très loin dans la connaissance des systèmes et je pense que c'était une des plus poussées que j'ai jamais eues de toutes les qualifs que j'ai pu faire ensuite. On apprenait aussi la réglementation de l'Indonésie, qui est un petit peu différente, qui était un peu calquée sur celle des États-Unis, des minima différents par exemple. On apprenait un peu l'indonésien, il fallait qu'on sache un peu baragouiner. La plupart des personnels sol en fait ne parlaient pas un mot d'anglais, donc il fallait qu'on puisse un peu communiquer avec eux pour leur demander du fuel ou quelques informations relatives au vol. Et à la fin on a fait la formation en vol, donc près 5 heures de simulateur et 5 heures de vol en réel sur l'avion. Et on est parti faire ensuite notre AES sur la machine. Donc, j'ai été envoyé pour mon adaptation en ligne dans la ville de Medan, hein, sur l'île de Sumatra. On nous envoyait souvent là pour les premiers vols parce que les terrains de Sumatra sont un petit peu plus, on va dire, classiques, avec des pistes en dur, des approches aux instruments. Voilà, ce qui nous permettait de faire des premiers vols relativement standards et simples. Donc j'ai fait toute mon AEL là-bas. Et puis après, en tant que copilote, j'ai été envoyé au gré des besoins de la compagnie sur les différentes bases de la compagnie. Alors, faut savoir que l'Indonésie, c'est un archipel immense où il y a 17 000 îles. Donc, il y avait des petites bases un petit peu partout. Donc, on nous envoyait 1 mois à tel endroit, 1 mois à un autre endroit. Puis, j'ai travaillé à Jakarta, j'ai travaillé à Bornéo et j'ai fait quelques mois aussi en Papouasie où là, on faisait de l'opération en montagne, haute altitude. Donc, ça revenait un petit peu à ce que j'avais fait avant à Megève. Hein. Mon expérience Megève m'a beaucoup servi pour les vols à Papouasie. C'est un bazar sans nom. Alors, faut savoir qu'en Indonésie, on avait le droit de voler, je crois, 100 heures, 30 jours glissants, ce qui est assez énorme. On les faisait vite, hein. En général, en 15-20 jours, on avait déjà les 100 heures et on ne pouvait plus voler. Donc après, on attendait que notre compteur d'heures redescende pour pouvoir repartir en vol. C'était un petit peu au gré des besoins. Bon, on va dire que les horaires, c'était pas toujours fixe. C'était un petit peu, la veille pour le lendemain que les chefs de base décidaient de quand on allait, à quel horaire on allait opérer la ligne. Et il se trouvait que les passagers, ça leur allait. Ça se passait pas trop mal. Alors, il y en avait pas beaucoup, hein. On mettait 12 personnes dans le caravane. On arrivait, et puis les gens sont un peu moins exigeants dans ces pays, à ces endroits. Non, le reportage est très romancé avec des musiques un peu dramatiques pour faire croire qu'on prenait des risques insensés tous les jours. En vrai, c'était très cadré. On avait des procédures assez robustes qu'on respectait et autant il se passait beaucoup de choses en l'air et au sol, mais je trouvais que c'était maîtrisé et que il y avait une relative sécurité dans l'exploitation. Par contre, les pilotes étaient très jeunes. Comme c'était des compagnies un peu de début, il y avait peut-être une moyenne d'âge à 20 ans pour les copiers et 25 pour les captains. Donc pas vraiment d'expérience de fond et de recul sur ce qu'on faisait. Peut-être que c'était là que pouvait arriver le danger. On manquait un peu de recul. Il faut savoir que les Papous sont chrétiens et d'ethnie un peu plus mélanésienne, alors que les Indonésiens sont un petit peu plus sud-est asiatiques et en majorité musulmans. Donc les deux ne s'entendent pas. Et les Indonésiens occupent illégalement, enfin ça c'est un grand débat, mais ils occupent illégalement la Papouasie et les Papous sont pas particulièrement d'accord avec ça.
Donc régulièrement il y a des actes de guérilla en fait contre tout ce qui peut représenter l'autorité indonésienne en Papouasie. Et nous on avait un drapeau indonésien sur notre dérive. Et on a eu des avions qui se sont fait tirer dessus, certains aéroports qui se sont fait mitrailler à l'atterrissage ou au décollage. Alors l'opération ressemblait à ce qui se fait parfois un peu chez Air France en long courrier, sur certains terrains d'Afrique. On recevait des messages avant pour avoir une idée un peu de la situation sur place, si c'était calme, si on allait se poser ou pas. Sur certains terrains, on n'opérait pas de reconnaissance, mais on faisait une longue approche en direct justement pour pas s'exposer trop longtemps. Et on avait même une procédure de redémarrage rapide, donc il y avait un des deux crew members qui restait à bord et qui était prêt à redémarrer la turbine, avec l'avion quasi aligné sur la piste, parce que de toute façon c'était des pistes en pente, on posait dans un sens et on redécollait dans l'autre, donc c'était facile de réaligner tout de suite l'avion. Voilà, dans le pire des cas, on est prêt à démarrer et à repartir, ce que j'ai jamais eu à faire. Mais c'est des procédures qui existaient. Je suis parti chez Aerosotravia. Bon, chez Souzière, financièrement, c'était pas ça. Mes 2 derniers mois de captain, j'ai été payé que la moitié de mon salaire, donc je trouvais la plaisanterie un peu limite. Et on m'a proposé à ce moment-là de partir pour une mission avec Aerosotravia qui avait besoin de pilotes, donc en Nouvelle-Calédonie, pour compter les cétacés en BN2. Alors j'étais un peu attiré. La Nouvelle-Calédonie, c'est joli. Et puis le BN2, j'avais pas fait beaucoup de bimoteur, donc je suis allé, c'est l'occasion d'en faire. Et c'était des copains, donc on est parti. Super mission, Nouvelle-Calédonie et Wallis et Futuna aussi. On a couvert Wallis et Futuna. Une autre ambiance encore. Superbe paysage, superbe vol, très long vol. On faisait des vols de 7-8 heures avec les réservoirs sup pour compter les baleines à 90 nœuds. Alors au large, c'est un petit peu monotone, mais autour des îles, c'est beau, c'est joli. Puis il y a beaucoup de choses à voir. Oui, mais depuis la métropole cette fois, et pour piloter, alors initialement c'était le Beech 90, ensuite le Beech 200. Alors là, un peu de challenge quand même, avion un petit peu plus complexe, en monopilote. Je suis allé faire une quitté sur la machine à Farnborough, et ensuite je suis revenu travailler, j'ai fait une espèce d'AEL avec le patron, où il m'a appris à exploiter l'avion en monopilote, en mode aéroclub, mais ça fonctionnait. Et ensuite, des missions de relais de télé, relais radio, sur l'Europe pour les cyclistes, les marathons, un petit peu de courses de ski de fond en Scandinavie. Superbe aventure parce que beaucoup d'autonomie. Un avion pour moi tout seul, autre chose à gérer, des plans de vol à déposer, des clients, des passagers dont il faut s'occuper parce qu'on a des techniciens en fait à bord. Assez exigeant parce que les courses, il faut être un horaire précis sur un point précis, il faut négocier avec le contrôle parce que on fait des ronds avec l'avion au niveau général au niveau de 30, de 40, donc le contrôle comprend pas vraiment toujours ce type de vol, surtout dans certains pays. Un avion qui reste sur place, qui fait des ronds, c'est bizarre. Donc pas mal de petites choses comme ça qui sortent de l'ordinaire, et puis certaines pressions, c'est des petites boîtes qui ont 1, 2 ou 3 clients, donc faut que ça marche, faut être présent, on n'a pas vraiment le droit à l'erreur. J'ai eu de la chance, ça s'est bien passé, et puis j'ai travaillé longtemps après pour eux, j'ai fait du freelance pendant presque 10 ans. Pendant les années Covid où on volait pas beaucoup à Transavia, je suis allé faire le Paris-Dakar avec eux en Arabie Saoudite dans le désert, en Beech 200, c'est des beaux souvenirs de vol aussi. C'était au bout d'un an chez Aerosotravia. Alors j'envoyais des CV partout. Puis même à des trucs où je me disais j'ai aucune chance, mais foutu pour foutu, on m'a envoyé. Et j'avais envoyé à Vueling. Vueling, fallait parler espagnol. Je parlais pas un bruit d'espagnol. J'ai dit allez, j'envoie puis après on verra. Et ils m'ont répondu. C'est la première fois qu'on m'a répondu. Ils m'ont dit est-ce que vous pouvez venir à Barcelone tel jour pour une sélection? Je fais putain. Donc là j'ai acheté à 6000. Je faisais du beach à ce moment-là. Je volais des heures en rond au-dessus des courses cyclistes. Donc j'ai écouté je faisais mon espagnol là sous AP en monopilote en beach et j'ai eu une chance incroyable parce que en fait quand je suis arrivé à ma select Vueling, alors déjà le premier jour c'était de la théorie, donc c'était en anglais, donc ça marche, mais je suis arrivé en entretien, je suis tombé sur 2 Français, tu vois. Et les Français ils m'ont parlé en français, ils m'ont même pas parlé en anglais. Voilà, j'ai vraiment de la chance. Après ils m'ont parlé un peu en anglais, puis après ils m'ont parlé en espagnol, et puis ils m'ont dit ça va pas trop l'espagnol, mais allez, le temps que tu passes le simu et puis que tu rentres en SAT, t'as encore le temps de l'améliorer. Et ils m'ont tamponné le truc, je suis allé au simu, mais c'est un coup de bol en fait. Voilà. Et au même moment, j'ai eu Ryanair. Qui m'a répondu. Je suis allé passer leur select, je l'ai eu, mais je suis pas allé. J'ai préféré Vueling. Dans l'espace de 2-3 semaines, en fait, il y a eu 2 réponses positives pour aller passer un entretien. Mais pendant des années, il y avait rien. Pendant 3-4 ans, là, c'était le néant.
En mousquetaire, il y a pas mal de situations rigolotes parce que il y a des jours où on allait se poser, puis on se coinçait carrément dans la neige, quoi. On s'enfonçait le ski dans une crevasse. Voilà, fallait appeler les copains, ils venaient se poser à côté, on pélait la neige, on essayait de sortir l'avion tant bien que mal, et c'est arrivé qu'on y passe des heures sur les glaciers comme ça en raquette à se geler et sortir un avion là. C'est des chouettes souvenirs. Et puis des journées où ça marchait bien aussi, où on allait se poser sur des glaciers à 10 000 pieds ensoleillés avec des vues incroyables. Voilà. Je sais pas si je le referai un jour, ça, parce que ça devient un peu plus difficile en contexte environnemental aujourd'hui, mais ça c'est des beaux souvenirs aussi. Ça a toujours été un rêve de gosse. Quand j'étais petit, je dévorais les petits bouquins bleus. J'ai lu leurs aventures, le Grand Cirque, jusqu'au bout surnommé Messerschmitt. Et puis j'assistais à des meetings et je voyais voler ces avions et je me disais que c'était pas très certainement inaccessible. Mais bon, l'idée est toujours restée un petit peu dans un coin de la tête. Quand je suis revenu d'Espagne, j'ai commencé chez Transavia. Je me suis remis à faire de l'aéroclub à Saint-Cyr où j'étais instructeur pendant 4 ans. Et c'est un jour par hasard dans un cockpit de Transavia que j'ai croisé un commandant de bord qui volait à la Ferté-Alais, qui s'était fait lâcher sur le T6 d'Aero Vintage Academy et qui m'a expliqué que c'était accessible. Certes, ça a un prix, mais c'était possible d'apprendre sur ces machines. Il m'a donné le numéro de Baptiste Salis qui gère Aero Vintage Academy. Je l'ai appelé, hyper sympa au téléphone. Il m'a dit t'es libre la semaine prochaine, il fait beau, viens. On a fait une journée de cours théorique, on a mis l'avion sur des chandelles, on a fait des manips de train, de volet, et puis 5 heures de vol. Et je me suis retrouvé lâché sur l'avion. Bon, je pensais que l'aventure s'arrêterait là, parce que l'heure de vol était très cher et que c'était un petit cadeau, un petit rêve réalisé comme ça. Et puis ce qui s'est passé, c'est qu'ensuite il m'a proposé de refaire 1 an ou 2 pour faire un peu de voltige. J'ai dit oui, c'est vrai, c'est dommage de pas faire un peu de voltige avec l'avion, donc j'ai fait quelques vols de voltige. Et puis dans la foulée, il m'a dit c'est bien, c'est pas si mal que ça, tu voudrais pas venir de temps en temps faire voler les gens? Bon ouais, y a pas de souci. Donc je suis revenu et puis j'ai commencé à faire quelques vols à sensation sur le T6. Et puis de fil en aiguille, je rencontrais tout un tas de gens. Je suis lâché sur d'autres machines, sur le Stearman, le Traveler, les Pitts. Comme j'étais instructeur, j'ai été sollicité pour faire de l'instruction sur les avions. J'ai eu la chance de pouvoir acheter une part sur un Pitts donc qui est basé sur le terrain, ce qui me permet aussi de voler un petit peu pour mon compte. Et voilà, l'aventure se poursuit. J'espère qu'elle ira encore un peu plus loin aussi. La plus grosse trouille, c'est en planeur. Sur un gros circuit, je rentrais d'un gros circuit, j'avais dû voler 8 ou 9 heures, crevé. J'étais en finesse de mon terrain d'arrivée, mais je me suis coincé sur le plateau du Vercors, avec aucun dégagement possible, aucun champ en dessous. J'ai hésité à sauter en parachute. Je me disais que j'allais finir dans les cailloux de toute façon et que c'était peut-être mieux de sauter. Puis je me suis ravisé parce que j'ai vu un petit coin du plateau par où ça me semblait peut-être possible de sortir. Bon là j'ai fait un truc un peu engagé. J'ai emmagasiné un peu de vitesse, je suis allé me coller contre la pente un peu en effet de sol et puis j'ai prié pour que ça sorte au bout et c'est sorti. J'ai pas revolé tout de suite, j'ai attendu quelques jours avant de revoler parce que c'était un stage donc a priori on est parti pour voler tous les jours. On était parti avec mon club à Aubenasson. J'y ai fait un gros crex que je me suis dit ça peut servir. Alors sans vous expliquer tous les détails, j'ai expliqué comment j'ai fait pour me coincer sur ce plateau alors que vous imaginez que j'étais en finesse d'un terrain mais il y avait des reliefs de part et d'autre qui faisaient que finalement ce terrain je pouvais pas le rejoindre. Donc pour expliquer un peu tout ça, comment je m'étais retrouvé dans cette situation et puis après en vol on y repense et on se remet pas dedans. J'ai pas de mal, je fais vraiment la différence entre les deux. Je pense que l'aviation ligne, on est tellement sur des rails à suite de procédures qu'on risque pas grand chose et le matériel est quand même assez éprouvé. Et je pense qu'ici, à chaque fois qu'on se met en l'air, on prend un risque. J'en avais sûrement pas conscience quand j'étais plus jeune, mais là aujourd'hui je m'en rends vraiment compte. Alors c'est un peu en voyant ce qui a pu arriver à des copains, ou même en réfléchissant un tout petit peu. C'est du matériel ancien, pas la même fiabilité. Et on vole pas pareil. On vole un petit peu en se disant what if, sans arrêt. S'il se passe un truc, si le moteur s'arrête, que cette figure c'est intelligent de la faire à cet endroit, à ce moment-là. Je vous cache pas qu'en vieillissant il y a un peu de peur. Alors je pense que c'est bien, c'est une bonne chose, mais parfois on y pense. Le soir, chez soi, on se dit ce que j'ai fait là aujourd'hui à ce moment-là. Est-ce que c'était si malin que ça? Et puis le lendemain, on va pas le refaire.
En monopilote, j'ai trouvé ça dur parce que je me suis dit oulala, j'ai la responsabilité à moi tout seul d'un avion et j'avais vraiment l'impression que c'était un avion qui valait une fortune et il fallait pas que j'aligne. Par contre, en multipilote, que ce soit sous IR ou à Transavia, j'ai pas vu une grosse différence. J'ai eu l'impression de faire la même chose de la place gauche. Et quand j'étais gamin, j'avais 15 ans, j'étais sur un meeting, je vendais des tickets de tombola et j'ai rencontré Chuck Yeager. Et on a dîné avec lui le soir. C'est une histoire de fou qui se soit retrouvé là. Je vais pas l'expliquer, mais qu'on a dîné avec Chuck Yeager. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est un as de la Seconde Guerre mondiale. C'est le premier homme à avoir passé le mur du son en 1947. Et il nous racontait ses histoires avec ses mains, comment il avait descendu un Messerschmitt 262 avec son P51. Je comprenais rien parce que je parlais pas anglais. C'était un repas des bénévoles du meeting. Il y avait une jeune fille qui travaillait, je me souviens, à l'ONU à Genève, qui est sympa et qui nous traduisait en même temps ce qu'il racontait. Ça, c'était une belle rencontre. Personne va le connaître, le meeting, ça s'appelait Air Poche One. C'était le meeting de mon club de planeur en Haute-Savoie. C'est pour ça que c'est quasi incroyable qu'il se soit retrouvé là. Bon allez, je vous explique. On avait construit le meeting autour de l'histoire d'un B-17 qui, revenant d'une mission d'Allemagne endommagée, s'était posé à côté de notre terrain dans un champ en pensant que c'était la Suisse. Manque de bol, c'est pas la Suisse, c'était la France. C'était mauvais côté du lac Léman. Ça s'est bien passé pour l'équipage, ils ont été exfiltrés vers la Suisse par les gens du coin qui les ont aidés. Et nous on a construit le meeting, donc 80, j'ai un doute sur les dates, mais bien plus tard, donc on a construit le meeting autour du thème de cet avion. Et d'ailleurs le B-17 qui est derrière là, qui volait à l'époque, a été venu faire une présentation. On a retrouvé l'équipage du B-17 de l'époque, on les a invités pour qu'ils viennent au meeting. Ils étaient très très émus de revenir là où il s'est posé en catastrophe des années avant. Il y en a qu'un qui est venu, en fait, c'est le radio. Les autres, ils étaient un peu âgés et c'était un peu compliqué pour qu'ils viennent. Il a ramené des copains à lui. Et il a ramené deux anciens as. Donc Clarence Anderson, qui était un as P51, et Chuck Yeager. Oh, alors je pense que ça serait un Spitfire Mark I. Parce que pour moi, c'est les avions emblématiques de la bataille d'Angleterre. Et c'est le plus bel avion du monde. Et je pense qu'entre ça et un Rafale, je choisis un Spitfire Mark I. Je pense que je vais faire mon petit bonhomme de chemin dans le groupe Air France. Ça, de toute façon, on est tous sur les mêmes rails. Ici, j'espère pouvoir peut-être un jour piloter d'autres avions. Mystère, faut pas vendre la peau de l'ours. Et puis pour plus tard, mais vraiment plus tard, je pense que je retournerai faire quelque chose un peu plus terre à terre. Peut-être le Pilatus que j'ai pas pu faire en Papouasie ou autre chose. Aussi étonnant que cela puisse paraître, effectivement, il y a de plus en plus d'avions rarissimes et de warbirds en état de vol qui sont restaurés chaque année dans le monde. Alors, on pourrait s'imaginer le contraire. En fait, ça tient au fait qu'il y a de plus en plus de gens qui ont énormément d'argent et qui le mettent là-dedans et qui restaurent des avions. Donc ça veut dire que à la fois, la communauté des avions de collection, elle enfle. Mais d'un autre côté, ça devient extrêmement exclusif. C'est réservé à des personnes qui ont des moyens que nous n'avons pas. Je pense que ça sera quand même difficile pour nous d'accéder à ces machines, au pilotage de ces machines dans le futur, malheureusement. Je suis dans les cartons, c'est complètement dans les cartons. J'ai fait la formation l'année dernière pour pouvoir le faire, parce que maintenant il y a une espèce de petite qualif pour pouvoir présenter les avions. Il y a eu plusieurs sessions à différents endroits en France. Moi j'ai fait celle d'ici, habitant à côté. C'est un long process, il y a beaucoup de compétences à acquérir, notamment en vol en patrouille. Alors on se forme pour ça. J'ai fait un stage il y a 2 ans chez Apache en TB30 pour faire du vol en patrouille un peu sérieusement avec des anciens militaires. Donc voilà, c'est un process, faut gagner la confiance des gens et puis faut faire quelque chose qui est joli et qui est présentable aussi. Donc il y a un peu de travail. On fait ça avec les Piper Cub. On peut se dire tiens, le Piper Cub pour la patrouille, c'est pas génial. Hyper intéressant parce que l'avion est tellement peu motorisé qu'il faut être hyper rigoureux sur sa tenue de place parce que si on la perd, on la retrouve jamais. On a commencé avec les Piper Cub, après on a fait ça avec les Pitts, avec des gens qui savent faire. Puis avec un collègue, là, Captain 350, on est allé faire un stage spécifique avec les militaires chez Apache à Dijon là, et là on a fait un peu à la sauce militaire pour explorer aussi un peu la 3e dimension, faire les boucles, faire les barriques à 2. Parce que c'est ça finalement que les gens veulent voir dans les meetings. Et c'est génial la patrouille. C'est un autre monde encore. C'est un type de vol qui est grisant, qui est très agréable et c'est des beaux souvenirs.
C'est un vol en patrouille ici, où je leadais avec le T6, et à ma droite, j'avais le Corsair, le T28 et le 40 de Melun, et on a fait un joli passage sur le terrain ici. J'ai de belles photos d'ailleurs. Ça restera peut-être même plus beau vol de toute ma vie, je pense. Profiter à mort de la formation ENAC parce qu'elle est géniale. Les cours qu'on a, ils sont d'une qualité qu'on n'a nulle part ailleurs en fait. Profiter à fond de ces années d'études parce que vous y retournerez pas quoi. Ça c'est hyper important. Ne vous auto-censurez pas. S'il y a quelque chose que vous voulez faire en aviation, battez-vous pour le faire. Vous risquez juste d'être déçu si vous n'avez pas tenté quoi. Essayez de garder un côté pilotage à côté si vous pouvez faire de l'aviation légère. Renforcer vos compétences manœuvrières. Ça vous servira tout au long de votre carrière en fait en tant que pilote de ligne. Parce qu'il y en a trop qui oublient cet aspect. Si c'était à refaire, je demanderais à faire tout pareil, sincèrement. C'était une vraie chance de pas rentrer tout de suite à Air France, parce que ça nous donne la possibilité d'apprécier ce qu'on a aujourd'hui. Après, on peut le vivre à côté. Pour ceux qui ont cette chance aussi aujourd'hui de rentrer tout de suite dans le groupe, puis tout de suite faire de l'avion de ligne, vous avez les moyens, vous avez du temps à côté pour faire des choses, pour faire ces choses-là aussi. Mais faites-les, c'est primordial. Mais faites de l'aéroclub, faites de la voltige, faites de la montagne, allez faire de l'hydravion, faites du planeur. C'est hyper important, quoi. Faut qu'on se rappelle d'où on vient, quoi. On vient des petits avions, on vient de tous ces gens qui ont mis leur vie en danger dans des mécaniques douteuses. Ça nous sert tous les jours, on s'en rend pas compte, mais ça nous sert. Je vais pas parodier le discours d'Edouard Baird dans Astérix, mais faut dire merci à la vie. Non, mais c'est surtout de la chance, des occasions. Mais bon, les occasions, ça se crée aussi en traînant sur les terrains, en discutant avec les gens, en rencontrant, en se donnant la peine de faire connaissance avec les uns et les autres. C'est là que les opportunités arrivent. Et j'ai envie de dire merci à toutes les personnes, que ça soit pro ou à côté d'ailleurs, qui m'ont à un moment donné qui m'ont fait confiance, qui m'ont prêté un avion, qui m'ont permis de faire des voyages, de les accompagner dans des missions, qui m'ont fait confiance pour voler dans leur aile. C'est ça le mot de la fin, merci.